Bonjour à tous. Nous sommes Élise Roux et Clotilde Ferry et nous allons vous présenter notre projet pour le MAD de demain, que nous avons appelé MAD, Musée phare du design. Tout d'abord, laissez-nous vous parler du lieu. Le Musée des Arts Décoratifs est situé dans le 1er arrondissement de Paris, sur la rue de Rivoli. Il fait partie du bâtiment du Louvre, sur l'aile que l'on appelle l'aile Marsan. Il est donc situé entre une zone urbaine dense du côté de Rivoli et des grands espaces verts du côté du jardin des Tuileries. Il est entouré de deux axes de circulation majeurs que sont la rue de Rivoli et l'avenue du Général Lemonnier, ce qui lui donne un emplacement plutôt stratégique. La particularité de cette aile Marsan est qu'elle a à son bout un pavillon, le pavillon de Marsan, qui, avec le pavillon de Flore, est le point le plus haut de tout le bâtiment du Louvre. Mais contrairement au pavillon de Flore, celui-là est accessible au public puisqu'il fait partie du Musée des Arts Décoratifs. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, le MAD fait partie du bâtiment du Louvre. À l'extérieur, il est donc difficile de le distinguer du reste de ce bâtiment. On a très peu de signal en façade, mis à part deux petits drapeaux de part et d'autre de l'entrée, mais globalement, de loin, on a du mal à distinguer qu'il s'agit du Musée des Arts Décoratifs. En revanche, une fois à l'intérieur du musée, nous retrouvons de très beaux espaces qui pour le coup sont très différents de ce qu'on pourrait retrouver dans le musée du Louvre. Notamment cette nef imposante avec une grande hauteur sous plafond qui dessert notamment le salon des boiseries. Au-dessus de cette nef, on retrouvera une seconde nef avec un esprit beaucoup plus industriel qui accueille aujourd'hui l'administration. Enfin, nous pouvons aussi parler du pavillon de Marsan et notamment des espaces sous les toits qui sont aujourd'hui dédiés aux expositions contemporaines. Malheureusement, comme vous pouvez le voir dans le titre, beaucoup de ces espaces sont inaccessibles en fonction des différentes périodes que connaît le MAD. La nef est souvent utilisée pour des expositions temporaires, elle est donc souvent en travaux et inaccessible, ou alors accessible uniquement lors de ces expositions, ce qui rend le salon des boiseries difficile d'accès. Quant aux étages du 5 et du 6, ils sont réservés à l'administration, alors que ce sont de très beaux espaces. Enfin, les étages situés dans le pavillon de Marsan, sous les toits, sont souvent fermés car il n'y a pas assez de visiteurs dans le musée. En plus de ça, on retrouve un parcours assez illisible dans les espaces d'exposition permanente. Malgré de nombreuses tentatives de signalétique, il nous arrive encore de nous perdre très facilement dans le musée et dans les différents étages du musée des arts décoratifs. Pour finir avec cette analyse, nous retrouvons que très peu d'espaces attractifs au sein du musée. On retrouvera donc le Loulou et la boutique au 107 Rivoli. Le Loulou, comme vous pouvez le voir, a une très petite entrée dans le MAD. Il est beaucoup plus en lien avec l'extérieur et avec le jardin des Tuileries et peut-être même plus avec le Louvre qu'avec le musée des arts décoratifs. Pour ce qui est de la boutique au 107 Rivoli, malgré ses vitrines en façade du côté Rivoli qui peuvent attirer certains visiteurs, on trouve qu'elle a très peu de lien avec le reste du musée. Puisqu'elle est placée dans l'entrée, elle est assez loin des différents espaces d'exposition et notamment des expositions permanentes. À partir de ces constats, nous avons établi 3 problématiques. La première, c'est comment redonner de la visibilité au musée, c'est-à-dire comment depuis l'extérieur et aussi à l'intérieur, on va pouvoir redonner une identité propre au MAD, créer un emblème qui marquera le public. Ensuite, comment rendre les espaces intérieurs plus lisibles, avec un parcours plus clair et une répartition de l'espace plus segmentée. Et enfin, comment redonner des espaces d'appropriation aux visiteurs, c'est-à-dire des espaces plus attractifs qui attirera un public plus varié. Donc suite à cette analyse et ces constats que vous a présenté Clotilde, on va maintenant vous parler des différents axes de résolution qu'on a souhaité mettre en place. Donc tout d'abord, on met en place une fragmentation claire du musée avec 3 pôles bien distincts. On a le pôle que vous voyez en bleu qui est dédié au lieu de vie, au lieu attractif pour le visiteur. Et ensuite, les 2 pôles d'exposition avec les expositions temporaires et les expositions permanentes. Donc cette réorganisation globale du musée, pour la préciser un petit peu, vous avez ici l'axonométrie de l'existant et l'axonométrie du projet. Donc on peut voir qu'on vient complètement vider le pavillon de ces expositions pour y placer des espaces dédiés aux visiteurs, des espaces attractifs. Les espaces d'exposition permanente vont se déployer de part et d'autre de la nef du 2e étage au 6e étage et les expositions temporaires restent dans les zones actuelles. On vient seulement rendre de beaux espaces à ces expositions, notamment au niveau 3. Donc cette fragmentation, elle va nous permettre de créer 3 parcours bien distincts pour ces 3 pôles différents.
Donc ici, on a le parcours pour l'exposition permanente qui vient donc créer une boucle du 2e au 6e étage. Ensuite, pour les espaces d'exposition temporaire, on a de la même manière une circulation totalement dédiée. Et pour les espaces attractifs en bleu, de la même manière, une circulation dédiée. On vient créer une circulation verticale pour desservir tous les étages du pavillon. Donc ces 3 parcours sont totalement indépendants, mais évidemment, on peut passer par exemple des expositions permanentes au lieu de vie pour faire une pause dans le parcours d'exposition. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on vient s'installer dans ce pavillon de Marsan ? En visitant ce musée, on s'est rendu compte que depuis ce pavillon, on avait des vues incroyables sur Paris qui aujourd'hui étaient très peu mises en avant puisque ces zones étant actuellement des zones d'exposition, par souci de conservation des objets, ce sont des vues et des fenêtres qui sont obstruées. Donc il nous paraissait vraiment important de rendre ces vues aux visiteurs pour rendre le musée plus attractif. De plus, le panel d'époque, de style que l'on peut voir depuis ce pavillon nous paraissait faire écho finalement à ce qui se passe dans le musée des arts décoratifs, puisque depuis ce pavillon, vous allez pouvoir observer à la fois le musée du Louvre, les jardins du Carrousel, la Tour Eiffel, le jardin des Tuileries, la Concorde, vous avez également le Grand Palais, l'Arc de Triomphe, la Défense, tous les immeubles haussmanniens et les toits de Paris. Donc c'est vraiment des vues très emblématiques de la ville. Donc malgré cette réorganisation du musée, on a décidé de conserver l'entrée actuelle qui nous permet d'inviter le visiteur à traverser la nef et à monter dans les étages du pavillon, en conservant donc le rôle central de cette nef dans le musée des arts décoratifs, puisque c'est finalement la première chose que le visiteur va découvrir en entrant, mais également la dernière chose qu'il va voir en ressortant, et finalement emmener avec lui le souvenir de cette nef qui est si emblématique de ce musée. Donc cette fragmentation vraiment claire entre espaces de vie attractifs qui sont donc toujours en bleu et ces espaces de contemplation et d'exposition, on souhaitait qu'elle soit visible dès l'extérieur. Donc on a fait le choix de mettre en place un dispositif lumineux qui va signaler et faire venir le visiteur, donc qui va se déployer en façade dès l'extérieur, jusque dans l'entrée, puis dans la nef, jusque dans la circulation verticale du pavillon. Donc c'est ce signal lumineux dont Clotilde va vous parler un peu plus précisément. Une nouvelle intervention lumineuse commencera dès l'extérieur, en commençant par le pavillon Marsan et en longeant la façade. Elle entrera d'abord dans le premier hall de l'entrée, puis dans le second, continuera tout le long de la nef, puis entourera la nouvelle circulation que nous plaçons au cœur du pavillon Marsan. Dès l'extérieur, en façade, nous avons voulu marquer cette hauteur du pavillon Marsan, qui, comme je vous le disais précédemment, est le point le plus haut de tout le bâtiment du Louvre. Puis, en jouant sur un rythme de façade qui s'accélère vers l'entrée, nous guidons le visiteur à se diriger vers l'entrée du musée. Ce rythme se retrouve à la fois du côté Tuileries et du côté Rivoli, puisque nous souhaitons garder les deux entrées. Ces droites verticales qui reprennent le rythme de la façade se transforment en arches au niveau des entrées. Ces arches, nous les retrouvons à l'intérieur, dans l'entrée, au niveau de l'accueil. L'idée, c'est que ces arches marquent les seuils, les endroits importants où le visiteur doit se rendre. Ici, vous retrouvez l'accueil, sans mobilier, avec le mobilier et la borne d'accueil. Nous avons décidé de placer 2 accueils, un accueil qui fait face à Rivoli et un accueil qui fait face à Tuileries. Ce dispositif lumineux va permettre à la fois aux visiteurs d'être guidés, mais aussi d'être informés dans les lieux dans lesquels ils se trouvent. Ici, on retrouve le mot « accueil » pour informer le visiteur qu'il s'agit de l'endroit où il doit acheter ses billets, mais on retrouve aussi les mots « exposition » qui permettent aux visiteurs d'accéder aux espaces d'exposition permanente et temporaire. Ici, on retrouve un point de vue vers la nef, une autre vue dans le premier hall où l'on retrouve donc les 2 mots « exposition » tout simplement parce que c'est l'espace qui dessert les espaces d'exposition permanente. Une fois dans la nef, nous avons donc ces grandes arches que nous avons voulu retravailler un peu comme en façade en créant un rythme et une gradation vers le pavillon Marsan. L'idée, c'est de diriger le visiteur vers ce pavillon qui est marqué donc par cette nouvelle circulation verticale que l'on voit au fond de la nef.
ici, c'est que les mots présents dans la nef définissent ce qu'est le MAD. Donc ce sont tout simplement les thématiques qui sont exposées au MAD. Donc on retrouve le design, la mode, le jouet, le bijou, etc. L'idée, c'est que lorsque l'on arrive dans cette nef, on sache exactement dans quel musée on se situe et quels sont les objets qu'on va pouvoir venir voir. Je laisse maintenant la parole à Élise qui va vous parler des espaces d'exposition permanentes et temporaires. Donc comme Clotilde vous l'a expliqué, le signal lumineux va également se déployer dans les espaces d'exposition. Donc pour les espaces d'exposition permanente, le signal reprend cette symbolique de l'arche et du passage de seuil. Donc on retrouve toujours les arches lumineuses avec le lettrage qui vont finalement marquer le passage d'une époque à l'autre et donc guider, informer le visiteur tout au long de son parcours. On a souhaité que cette intervention soit légère et ne modifie pas la scénographie, la muséographie du musée. Donc ces expositions permanentes, comme on vous l'a expliqué un peu plus tôt, s'organisent du 2e étage jusqu'au 6e étage, de part et d'autre de la nef, de manière chronologique. Ensuite, pour ce qui est des expositions temporaires, on a conscience que retirer la nef de ces zones d'exposition, c'est ambitieux et c'est assez compliqué pour l'organisation du musée. C'est pourquoi on a décidé de conserver le musée de la mode et de la publicité dans ces espaces actuels et de rendre de beaux espaces à ces expositions temporaires avec notamment le balcon du niveau 3 qu'on peut voir sur cette image et également les espaces d'exposition qui sont actuellement les espaces d'exposition permanentes du médiéval. Ce sont des espaces avec une très belle hauteur sous plafond, donc des possibilités scénographiques pour les expositions temporaires. Et il nous apparaissait intéressant que ces espaces ne soient pas visibles depuis d'autres espaces du musée, ce qui est pour nous le problème de la nef aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant les travaux d'installation d'une exposition temporaire, on va finalement voir en avance ce qui va se passer dans cette exposition, ce qui est assez problématique. Donc pour ce qui est de l'organisation, voilà, on conserve le musée de la mode et de la publicité qui sont au niveau 1 et au niveau 2 et on vient donc redonner de beaux espaces au niveau 3 pour les expositions temporaires. Donc maintenant, on va vous emmener dans un parcours dans tous ces espaces qu'on a appelés les espaces de vie, les espaces attractifs qui vont vraiment être dédiés aux visiteurs. Notre projet s'est vraiment concentré sur cette mosaïque d'espaces qui se situe donc dans la nef, de part et d'autre de la nef et dans tous les étages du pavillon. Donc on va vous emmener dans un parcours dans ces différents espaces. Nous allons donc commencer par parcourir la nef. Cette image, vous l'avez déjà vue, c'est l'image de la nef avec ses arches. Ce qu'on veut pour cette nef, c'est qu'elle soit accessible à tous et tout le temps. On veut que ça soit un endroit qu'on vienne contempler, où on puisse s'asseoir ou s'imaginer retrouver quelqu'un avant de faire une exposition. On retrouve donc ces arches avec ces mots et des zones d'assises qui sont au centre et de part et d'autre de la nef. En coupe, on comprend que ces arches n'ont pas un unique but décoratif mais marquent elles aussi des seuils. Ces seuils, ce sont les différentes entrées présentes sur la façade de la nef. Elles définissent donc une nouvelle entrée vers les boutiques dont je vais vous parler tout de suite. Les nouvelles boutiques du MAD seront situées du côté Tuileries et du côté de Rivoli, de part et d'autre de la nef. Finalement, ces mots qui ensemble définissaient ce qu'est le MAD, individuellement vont permettre de marquer ces entrées de ces magasins. Ici, vous avez l'exemple de la boutique de mobilier. Cette arche fait comme office de devanture à la boutique. Une fois à l'intérieur, vous retrouverez des podiums que nous avons dessinés et qui sont modulables pour s'adapter aux différents besoins des différentes boutiques que nous avons dessinées. Ici, vous avez l'exemple de la boutique de mobilier, mais vous retrouverez aussi une boutique de design, une boutique de décor, de jouets, de mode, de bijoux, de livres et d'affiches. Alors, ce parcours va se poursuivre donc au bout de la nef, toujours au niveau 1, où on va donc trouver le café du pavillon, qui est donc un lieu de pause, un lieu où on va pouvoir se retrouver avant de faire les expositions par exemple. Ici, vous pouvez donc voir la circulation verticale qu'on vient créer dans tout le pavillon avec toujours cette signalétique lumineuse qui est visible depuis la nef et qui reprend ses aspects de verticalité et de rythmique pour inviter à monter dans les étages.
Donc c'est un lieu où on va pouvoir profiter de la vue, contempler les alentours. Ici, vous avez donc l'organisation en plan du café. Et lorsqu'on poursuit l'ascension dans les étages du pavillon, on arrive donc au niveau 3 et au niveau 4, où on a décidé de replacer la bibliothèque. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette bibliothèque, elle est donc au niveau 0 du musée, ce qui fait qu'elle est invisible pour les visiteurs qui, finalement, ne sont pas au courant qu'ils ont accès à cette ressource. Donc finalement, on choisit de replacer cette bibliothèque au cœur du pavillon pour qu'elle soit visible du visiteur, pour que finalement les gens réalisent qu'ils ont accès à cette ressource, à ces informations. Il nous apparaissait aussi important de placer la bibliothèque proche des expositions, puisque un étudiant, un visiteur qui va s'intéresser à une thématique, à un mobilier en particulier, va pouvoir aller chercher de l'information à la bibliothèque. Donc un mot en termes de surface, de mobilier, etc. On réutilise tout le mobilier existant de la bibliothèque. En termes d'organisation, de salles, de mètres linéaires, etc., il n'y a donc aucune perte de surface et d'espace. Donc on continue à monter dans les étages, donc on arrive au niveau 5. Ici on est donc à la fin de l'exposition permanente et donc on choisit d'y replacer la boutique du musée cette fois-ci, donc le Mad Store, qui est donc un concept store qui va être une boutique dédiée à des objets en lien avec les expositions, des éditions limitées, des partenariats avec des artistes. C'est également une boutique dans laquelle il va y avoir une petite partie de café puisqu'on est à la fin de l'exposition, c'est donc une zone de pause. On vient également pour profiter de la vue depuis le pavillon. Et sur cette image, on peut également voir que la circulation verticale créée pour le pavillon vient s'arrêter à cet étage pour finalement reprendre la circulation verticale actuelle existante du pavillon qui va desservir des espaces de typologie un peu différentes dont Clotilde va vous parler. Comme l'expliquait Élise, à partir du 6e étage, on va entrer dans une nouvelle typologie d'espace puisqu'il s'agira d'un restaurant qui viendra plus ou moins remplacer le loulou que nous avons décidé de retirer de la programmation. Donc quand on arrive au 6e étage, on arrive dans un bar lounge qui est un espace dans lequel on peut venir attendre sa table pour le restaurant qui se situe au-dessus ou tout simplement venir boire un verre avec des amis. C'est aussi un espace que l'on peut imaginer pour organiser des événements divers. Vous l'avez sans doute aperçu sur les différentes images qu'Élise vous a déjà présentées. Nous avons décidé de créer un luminaire pour faire lien avec cette signalétique lumineuse présente dans la nef avec ses arches. L'idée, c'est d'avoir un objet emblématique que l'on pourrait retrouver dans ces différents espaces. Une fois qu'on est passé par le linge, on peut emprunter l'escalier et accéder au Marsan, donc qui est le nom du restaurant que nous avons décidé de placer au 7e étage. Donc une fois dans le restaurant, on retrouve ces fameux luminaires que nous avons dessinés, mais on retrouve également le mobilier du loulou que nous avons choisi de replacer dans une nouvelle ambiance. Ce restaurant, c'est un espace où on peut venir déjeuner ou dîner, soit avant ou après avoir fait une exposition, mais on peut aussi venir en dehors de toute exposition, on peut réserver sa table et venir tout simplement dîner dans ce restaurant. Quand on continue notre parcours, on emprunte l'escalier, on arrive au 8e étage dans un nouvel espace que nous avons appelé l'établé, qui fait toujours partie du restaurant. Ce sont des espaces que l'on veut privatisables pour des entreprises qui sont aux alentours ou simplement pour le MAD. Donc on va retrouver ces grandes tables avec ces systèmes de rideaux qui vont nous permettre de créer des sous-espaces. Donc on peut s'imaginer utiliser tout l'étage ou simplement certaines parties de l'étage. Comme vous pouvez le voir en plan, on peut créer des petits espaces avec des petites tables ou des grands espaces avec des grandes tablées pour différents événements. Quand on arrive au 9e étage, on arrive donc à la cuisine qu'on a décidé de placer sous les toits. On garde toujours la trémie au centre qui parcourt tout le restaurant, mais on vient créer une paroi vitrée et translucide. L'idée, c'est d'éviter d'avoir du bruit et les odeurs dans les espaces du restaurant, mais de montrer qu'il y a quand même du mouvement et de l'agitation au 9e étage où les cuisiniers travaillent. On est donc arrivé au bout du parcours dans ce pavillon et je vais laisser la parole à Élise. Donc pour finir cette présentation, on va vous remontrer cette mosaïque d'espaces qui a finalement été le cœur de notre projet. Donc ces espaces attractifs ont pour but de faire venir un public plus varié au musée des arts décoratifs et de transformer ce musée en véritable lieu de vie dans la ville qui va se signaler dès l'extérieur et finalement devenir un emblème.
on a souhaité que le musée des arts décoratifs se fasse vitrine de l'art de vivre. Et finalement, c'est grâce à ces espaces qui sont marchands, commerçants, mais aussi très attractifs pour le visiteur, que d'après nous, les expositions vont retrouver leur rayonnement. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le site internet de notre projet en utilisant le QR code ou en tapant le lien qui est inscrit sur l'écran.